Le capitaine Kael Voss était un fantôme qui sentait l'huile brûlée et le regret. Ses pas, dans les couloirs du charron, ne faisaient pas plus de bruit que des soupirs. La soute principale était froide, un silence de cathédrale brisé seulement par le bourdonnement des systèmes de maintien. La cargaison était là, rangée dans des caissons magnétiques, des diamants extraplanétaires, assez pour financer une opération chirurgicale sur une colonie entière, ou acheter un homme 100 fois. Je passai le scanner sur les sceaux, intacts. Le reflet de la lumière bleutée dansait sur les facettes, et pour une seconde, ce ne fut pas du carbone que je vis, mais la poussière d'étoiles figée dans ses yeux à elle. « Tu vérifies encore, Kael ?» Sa voix, un murmure dans le souffle des recycleurs. Toujours les procédures, même quand ça ne sert à rien. Je clignai des yeux. Le reflet n'était plus que du minéral. Mon dos me fit souffrir, une douleur sourde d'heures passées voûtées sur les commandes. Le fantôme était fatigué. Le fantôme voulait seulement que cette rotation se termine, que le vide reste vide, que les chiffres s'alignent. La routine était un linceul, mais il préservait de l'air. Je quittai la soute, la porte coulissant derrière moi avec un sifflement d'air comprimé. Mon datapad vibra contre ma cuisse. Un bip discret. Écho radar fugace, arrière, secteur 7. Signature trop faible, trop brève. Un débris. La ceinture en était pleine. Des morceaux de lune morte et de rêves brisés. J'effaçai l'alerte. Le fantôme retourna à son pont. Les klaxons hurlèrent, déchirant le silence sépulcral. Le charron trembla sous l'impact d'un rayon tracteur. Sur l'écran principal, un vaisseau en forme de lame émergea des débris, le Styx. « Contact hostile !» brailla Jax. Sa voix se brisa. Il tripotait frénétiquement son panneau, les yeux écarquillés. Mes mains étaient déjà sur les commandes, inertie brisée. Les moteurs gravitoniques grognèrent, refusant de répondre. Le faisceau nous tenait, une étreinte froide et immuable. Mon reflet dans la vitre se superposait aux silhouettes agressives du corsaire. Un fantôme face à un couteau. Le canal de communication crépita. Une voix de femme, nette et assurée, sans affect. « Charon, ici la commandante Soren du vaisseau de sûreté Styx. Coupez vos propulseurs. Préparez-vous au transfert de cargaison. » Jax me regarda, cherchant un ordre, un mensonge rassurant. Je secouai la tête. De la sûreté, il ne porte aucun transpondeur militaire. Votre manifeste indique du régolithe de traitement, continua la voix. Nos scanners disent autre chose, les caisses scellées en soute 3, les diamants extraplanétaires. Un froid me parcourut l'échine. Il savait. Vous avez 10 minutes. Ouvrez vos sas de chargement et désactivez vos sécurités internes. Transférez la totalité de la cargaison désignée. Et si on refuse? Ma propre voix était un râle. Alors nous récupérerons les diamants dans votre épave. 10 minutes, Charon, Soren, terminé. Le silence qui suivit était plus lourd que les klaxons. Jax haletait, le front luisant de sueur. Ils vont nous tuer de toute façon. Pour les silencieux. Je fixai l'écran. Le Styx, immobile, l'âme pointée sur notre cœur. 10 minutes. Le fantôme sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Pas de la peur. Une colère sourde, chaude et vivante. Jax, oui, capitaine, va en soute 3. Vérifie les verrous magnétiques sur les caisses. Il cligna des yeux. Pour les préparer au transfert? Je ne répondis pas. Mon regard était accroché au rayon tracteur, à cette corde ombilicale qui nous reliait à la mort. Les alarmes hurlèrent comme des bêtes blessées lorsque le charron se déchira dans le champ de débris, poursuivi par la silhouette vorace du Styx. Je serrai les commandes de pilotage, mes jointures blanches. « Accroche-toi, Jax !» La ceinture nous engloutit. Des blocs de roche et de glace strièrent le vide, tournoyant dans une lenteur mortelle. Le charron geignait à chaque micro-correction, sa coque fatiguée vibrant sous la contrainte. Dans le rétro, le Styx glissait avec une grâce de prédateur, ses propulseurs à gravitons pulvérisant les petits fragments. « Il est trop rapide !» La voix de Jax était un filet au milieu des cris du système. Je le savais. Je savais aussi qu'un tir direct nous scinderait en deux. Ma colère se concentra dans mes mains, canalisée dans des manœuvres erratiques. Je nous fis slalomer entre deux monolithes de nickel-fer. Un éclat racla notre flanc avec un grincement atroce. Brèche, ponte inférieure.
Jax scrutait ses écrans, hagard. Le Styx profita de notre décélération. Son rayon tracteur nous ressaisit, brutal. La coque du charron craqua, un son d'os qui cède. L'inertie me cloua à mon siège. Puis, l'impact. Un choc sourd ébranla la coque, suivi du grincement métallique, terrifiant, d'un sas qui cédait. La lumière vacilla, l'air siffla, aspiré vers la faille. Jax leva des yeux affolés vers moi. « Capitaine, ils sont à bord. » Le silence tomba, pire que les alarmes. On entendait maintenant les échos lointains d'explosions étouffées, les percussions de bottes sur le métal du couloir principal. Ils venaient du pont inférieur. Ils montaient, je déboulais mes sangles. La colère était devenue un froid absolu. « Les verrous, Jax. Maintenant, suis-moi. » Je tirai le percuteur magnétique de son rack sous la console. Son poids était familier, un vieux remords dans ma paume. Jax le regarda puis mon visage. Il hocha la tête, une détermination frêle remplaçant la panique dans ses yeux. Il savait. Nous n'allions pas préparer le transfert. Un choc plus proche fit trembler le plancher. Ils étaient à la porte de la passerelle. Je me tournai vers la sortie, l'arme levée. Le fantôme était prêt à mordre. Le couloir empestait l'ozone et la peur. Adossé à une cloison, le pulsé de Kael pointait l'embouchure du corridor où l'ombre de Soren était apparue, implacable et calme. Elle avançait sans hâte, ses bottes amortissant le bruit sur le grill métallique. 2 silhouettes armées la suivaient, couvrant ses arrières. Son regard parcourut les parois carbonisées, le câble arraché qui pendait comme un boyau, puis se posa sur moi. « Vos !» Sa voix était plate, dépourvue de triomphe. Une simple constatation. « Le charron est pris. Abaisse ton arme. » Mon doigt resta sur la détente. Le percuteur vibrait, prêt à cracher son champ magnétique. « Vous savez ce qu'il y a dans la soute 3 ?» Un sourire mince fendit ses lèvres. « Des diamants extraplanétaires, de la contrebande. C'est ce que vous croyez transporter. » Elle fit un pas de plus. La lueur rouge de l'éclairage de secours striait son visage. Ce sont des semi-conducteurs pour générateurs d'atmosphère. Chaque cristal est calibré pour un régulateur de pression spécifique. Ceux d'Europa, ceux de Ganymède. Les mots tombèrent dans mon crâne comme des pierres. Jax, blotti derrière une console renversée, retint son souffle. Le cartel contrôle l'air, Vos, contrôle la survie. Vos colonies frontalières, leur indépendance est un luxe que le système ne peut plus se permettre. Cette cargaison n'est pas une marchandise, c'est un cordon ombilical. Elara apparut alors, flou en périphérie de ma vision. Pas un fantôme de chair, mais l'écho de son rire, étouffé par le sifflement des compresseurs. Le regret devint acide dans ma gorge. « Vous les condamnerez, dis-je, la voix rauque. » Non. Ses yeux, froids et clairs, ne clignèrent pas. Je préserve un ordre plus large. Leur mort sera utile, elle forcera l'unification. Un ordre. Toujours un ordre. Alors, fantôme, ricana-t-elle, son arme braquée enfin. Tu rends cette cargaison, ou tu rends l'âme avec elle? Mon regard balaya le panneau de contrôle verrouillé de la soute 3. Se rendre, c'était condamner des milliers de vies. Il n'y avait qu'une autre issue. Dans le silence métallique de la soute scellée, brisé seulement par le halètement de Soren, Kael sentit le poids de toute une vie quitter ses épaules. Il n'était plus un transporteur, il était un piège. Jax, j'articulai sans tourner la tête. « Verrou magnétique, maintenant !» Un cliquetis répondit derrière moi. Soren esquissa un mouvement, son arme pivotant trop tard. La lumière ambiante s'extinguit, remplacée par l'éclat ultraviolette des stroboscopes de sécurité. Les portes de la soute 3 claquèrent dans une séquence de tonnerre. Soren et ses hommes étaient pris au centre, isolés. Je ne vis pas son expression. Je vis ses gestes, une rotation rapide, une analyse du périmètre, un ordre bref donné à ses hommes. Ils se dispersèrent, cherchant les points faibles. La discipline martienne. Je ne cherchais pas à les combattre, je cherchais le panneau principal. Mon corps se déplaça, une mécanique usée mais déterminée. Un homme de Soren surgit, l'arme levée. Je parla avec le bord d'une console, un impact sourd. Il tomba, pas de grâce, pas de spectacle, juste l'économie du mouvement nécessaire. Soren était devant moi quand j'atteignis les commandes.
Son regard était celui d'un chirurgien face à un organe défaillant. « Tu ne gagneras rien, dit-elle. C'était un fait. Je ne cherche pas à gagner, je répondis. Mes doigts trouvèrent la séquence de déverrouillage du noyau. Et Lara était là, dans la mémoire de l'air que je respirais. Pas un reproche. Une présence. Le choix que je n'avais pas fait pour elle, je le faisais maintenant. La main de Kael plana au-dessus du panneau de contrôle principal, l'icône de surcharge du noyau pulsant d'une lueur rouge sang. Il ferma les yeux et vit le visage d'Elara, non plus en reproche, mais avec un sourire tranquille. Puis il appuya. Une sirène stridente déchira l'air, suivie d'un grondement profond qui fit trembler la carcasse du charron. Les écrans de la passerelle s'embrasèrent d'avertissements cramoisis. Le bûcher était allumé. Sous mes doigts, le panneau de contrôle devint brûlant. La séquence était enclenchée. Une vibration monstrueuse monta des entrailles du vaisseau, le gémissement métallique d'une âme qu'on arrache. Soren ne bougea pas. Son regard froid se posa sur moi, puis sur les écrans annonçant la fusion imminente du noyau. Elle comprit. Pas de panique. Juste un calcul rapide, suivi d'une acceptation glacée. « Un bûcher, alors ?» dit-elle, sa voix couverte par le hurlement des alarmes. Elle recula d'un pas, ajustant le col de sa combinaison utilitaire. Un geste absurde de pudeur face à l'anéantissement. « Ils vous oublieront, les colonies survivront, et elles ne sauront même pas le prix. Je ne le fais pas pour qu'on s'en souvienne. » Jax se tenait près du sas, blême, les mains agrippées à une console pour ne pas tomber. Ses yeux, écarquillés, passaient de Soren à moi. Il vit ma détermination. Il vit l'implacable de la sienne. La panique dans son regard se brisa, remplacée par une clarté terrible. Il hocha la tête, une fois. Il resterait. Le charron craquait de partout. Des conduits explosèrent le long des parois, vomissant des torrents de vapeur et d'étincelles. La gravité artificielle papillonna, nous soulevant brièvement du sol avant de nous écraser à genoux. L'air sentait l'ozone brûlé et le métal fondu. Soren tira son pistolet à impulsion, non pas sur moi. Sur les commandes de navigation, le panneau explosa dans un nuage de plastique et de circuits. Trop tard, la réaction en chaîne était indépendante désormais. Elle jeta l'arme, inutile. Ma colonie s'est éteinte dans le silence, Vos, cria-t-elle par-dessus le vacarme. Personne n'a allumé de bûcher pour nous. Juste un froid qui a tout gagné. Je ne répondis pas. Et Lara était là. Pas un fantôme, une certitude. La pression de sa main sur mon épaule, le jour où j'avais choisi le devoir au-dessus d'elle. Le vide qui avait suivi. Je remplissais ce vide, maintenant, avec le feu. Les lumières s'éteignirent, plongeant la passerelle dans un noir strié seulement par les gerbes d'étincelles et la lueur d'urgence des écrans brisés. Puis, le noyau atteignit son point critique. La lumière vint de partout. Blanche, absolue, avalant le bruit, la chaleur, la peur. Elle ne brûlait pas. Elle nettoyait. Je sentis la structure du charron se dissoudre autour de moi, atome par atome. Je ne vis plus Jax, je ne vis plus Soren. Je ne sentis plus mon corps, il y eut un silence, non pas l'absence de son, mais une plénitude. Puis l'expansion. L'onde de choc énergétique, purgée de toute matière, se propagea à la vitesse de la pensée, à travers la ceinture de débris. Un éclair silencieux qui balaya les ténèbres joviennes. Elle frappa les relais du cartel, les saturant, grillant leurs circuits dans un crépitement de données mortes. Elle continua, inarrêtable, vers les générateurs d'atmosphère des colonies, portant dans son cœur non pas une instruction de mort, mais la signature énergétique brute d'un noyau de vaisseau sacrificié. Une clé universelle, une émancipation. Je ne mourus pas, je devins le bûcher. Quelques semaines plus tard, sur Europa, dans le dôme principal de la colonie Oasis, l'air sentait toujours le recyclé et la terre humide. Mais il n'y avait plus cette pointe d'ozone métallique des purificateurs surchargés. Les générateurs ronronnaient, alimentés par des cristaux de rechange calibrés sur la fréquence de l'onde du charron. Le cordon ombilical était coupé. Une jeune technicienne, les coudes usés sur sa combinaison, ajusta un dernier paramètre sur son tableau. Elle s'appelait Mira, et elle avait perdu son frère lors de la dernière panne des générateurs, 6 mois plus tôt. Maintenant, elle surveillait les nouveaux cristaux qui brillaient d'une lueur chaude et stable. Elle ne savait pas d'où venait cette énergie, seulement qu'elle fonctionnait.
Pour la première fois depuis des années, elle respira sans cette angoisse sourde au creux de l'estomac. Jax ne falsifierait plus jamais ses papiers. Il avait trouvé son port d'attache dans la colonie Oasis, travaillant comme assistant technique sous la supervision de Mira. Ses mains, autrefois tremblantes de peur, étaient maintenant fermes lorsqu'il ajustait les connecteurs. Il parlait parfois du capitaine Voss, mais jamais de la fin. Seulement de l'homme qui vérifiait toujours les sauts, même quand ça ne servait à rien. Dans un coin ombragé de la ceinture, les débris calcinés du Styx dérivaient aux côtés de ceux du Charon, indistincts, rendus égaux par le feu. Les deux hommes de Soren qui avaient pénétré à bord reposaient avec leur commandante, leur combinaison fusionnée avec l'acier du vaisseau. Aucun signal de détresse n'en était jamais sorti. Le cartel martien classa l'incident comme perte due à une réaction de cargaison instable, une explication propre pour une vérité trop désordonnée. Sur Mars, dans un bureau silencieux du cartel, un indicateur passa du rouge au gris sur un écran de surveillance. Un projet fut archivé. D'autres furent lancés, mais avec une prudence nouvelle. La machine était trop vaste pour s'arrêter, mais une de ses dents s'était brisée, et le goût du métal lui rappelait désormais que même les fantômes pouvaient mordre. Les colonies frontalières, désormais équipées de cristaux autocalibrés sur l'écho du Charon, devenaient des points d'instabilité dans le réseau de contrôle. Le cartel dut déployer des ressources considérables pour tenter de réimposer son emprise, un effort qui affaiblit sa position sur d'autres fronts. Sur Ganymède, dans la colonie Perséphone, un ingénieur nommé Ren découvrit qu'il pouvait dupliquer la signature énergétique du Charon à petite échelle. Il ne comprenait pas la physique derrière le phénomène, seulement qu'elle fonctionnait. Il partagea ses découvertes sur les canaux sécurisés du réseau colonial. Une lueur d'espoir, minuscule mais réelle, commença à se propager de dôme en dôme. Et Lara, quelque part dans le système intérieur, entendit parler de l'incident du Charon par les nouvelles. Elle ne pleura pas. Elle regarda par le hublot de son appartement, vers la ceinture lointaine, et sentit une étrange paix. Le fantôme qu'elle avait connu avait enfin trouvé un repos qui avait du poids. Elle retourna à son travail, mais quelque chose en elle s'était apaisé, comme si une dette longtemps impayée avait été honorée par quelqu'un d'autre. Dans le silence infini qui suivit, là où le Charon avait brûlé, une nouvelle constellation naquit, une lueur chaude et persistante, témoignage d'un sacrifice qui, comme un phare dans la nuit jovienne, guiderait désormais les vivants vers leur propre liberté. Ce n'était pas une illusion optique, mais un résidu énergétique stable, une rémanence quantique de l'explosion du noyau. Les navires qui passaient à proximité pouvaient la capter sur leur scanner, une signature unique qui ne figurait sur aucune carte stellaire. Les pilotes commencèrent à l'appeler le phare de Voss. Certains disaient qu'elle aidait à la navigation dans les champs de débris les plus denses. D'autres prétendaient qu'elle brouillait les scanners du cartel sur un rayon de 5 km. Kael Voss n'était plus un fantôme. Il était devenu une coordonnée dans le vide, un point de repère pour ceux qui refusaient de se laisser étouffer. Son sacrifice avait brisé le cordon ombilical, et dans l'espace laissé vacant, les colonies respirèrent enfin par elles-mêmes. Le bûcher cosmique s'était éteint, mais sa lumière continuait de voyager, portant avec elle l'écho d'un choix qui avait redéfini ce que signifiait être libre dans un système qui voulait tout contrôler.